Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'évaluation des risques liés aux champs électromagnétiques pour les salariés équipés d'un implant actif. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier de vous être inscrits si nombreux à ce webinaire et également pour les nombreuses questions que vous m'avez fait parvenir lors de l'inscription. Je vais d'ailleurs tenter d'y répondre tout au long de cette présentation et je vais également faire un point en fin de présentation sur les questions les plus posées. Le support du webinaire sera disponible et déjà disponible sur la plateforme du webinaire. Et pour ma part, donc, je suis Lucien Amen et je suis responsable d'études en champs électromagnétiques à l'INRS. Alors pour ce webinaire, je vous propose le sommaire suivant avec un premier point de contexte, un deuxième point sur la réglementation, puis un point sur l'évaluation du risque. Alors c'est une méthode en 4 étapes d'évaluation du risque et ensuite on va voir un certain nombre de questions comme expliqué. Alors tout d'abord, un point de contexte. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un dispositif médical implantable actif, également appelé DMIA? Le Code de la santé publique en donne la définition. Ce sont les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou d'une toute autre source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur. Donc typiquement, ce sont des équipements qui possèdent des implants qui possèdent une batterie, une pile et une électronique pour fonctionner. Donc le plus connu d'entre eux, c'est le pacemaker, illustré sur cette diapositive, mais on retrouve aussi par exemple le défibrillateur implantable qui reprend les mêmes fonctionnalités que le pacemaker, mais qui a en plus la capacité de choquer le cœur en cas de fibrillation. Il existe aussi par exemple des pompes implantables qui sont tout simplement des pompes qui vont pouvoir diffuser au porteur un médicament, notamment un antalgique ou par exemple de l'insuline. Maintenant, on va voir un petit peu parmi ces DMIA quelle est leur implantation et leur distribution dans la population française. Pour les pacemakers, c'est de loin le plus implanté en France et on estime en 2020 à peu près 700 000 personnes porteuses de pacemakers en France. Donc ça représente à peu près 1% de la population et ça en fait donc un équipement de la vie courante. Ensuite viennent les défibrillateurs implantables avec environ 80 000 personnes implantées estimées en 2020 en France. Puis les pompes à insuline externes. Alors là, je vous ai mis une petite représentation de ce qu'est une pompe à insuline externe. On a typiquement différentes formes pour ce type d'implant. Là, on aura un boîtier qui va tout simplement diffuser de l'insuline à travers une petite tubulure et une aiguille qui va diffuser l'insuline dans le corps humain. Ça peut prendre différentes formes. En tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas à proprement parler un DMIA, puisqu'il n'est pas implanté, mais il est porté près du corps. Cependant, j'ai voulu l'intégrer dans cette présentation puisque la problématique, notamment vis-à-vis des champs électromagnétiques, reste la même. Pour ces pompes à insuline externe, on estime qu'il y a à peu près 82 000 personnes qui sont implantées en 2019. Viennent ensuite, en moindre mesure, les implants cochléaires, les pompes implantables ou encore les neurostimulateurs. La question qu'on se pose ici, c'est la compatibilité électromagnétique de ces implants face au poste de travail. Donc, c'est de savoir le recoupement entre la population qui est porteur de ces implants et la population active. Alors pour ça, on n'a pas forcément, je dirais, des données précises, des chiffres précis. Par contre, on a un certain nombre d'indices, comme par exemple l'âge moyen de pose des pacemakers, qui est de 78 ans. C'est-à-dire qu'une grande partie des personnes porteuses d'un pacemaker sont à la retraite et ne sont donc plus en âge de travailler. Par contre, il y a quand même un recoupement significatif entre les porteurs de pacemakers et la population active. Ensuite, il y a les défibrillateurs implantables qui ont un âge moyen de pose plus faible, donc de 63 ans, et on retrouve effectivement ce type d'implant chez des personnes beaucoup plus jeunes. Et donc, on a un recoupement entre ces porteurs d'implants et la population active plus important. Pour les pompes à insuline externes, il faut savoir que ce sont des dispositifs qui sont implantés chez des personnes qui souffrent d'un diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune qui se déclare généralement durant l'enfance ou chez le jeune adulte. Donc là, on a un recoupement fort avec la population active. En termes de compatibilité électromagnétique, la question qu'on se pose ici, c'est quelles sont les interactions entre ces implants et des sources de champ. Alors ici, c'est une source de champ industrielle qui sont généralement plus intensives que les sources de champ qu'on rencontre dans la vie de tous les jours.
Alors, lorsque effectivement un implant actif est soumis à un champ électromagnétique, il peut y avoir un risque d'interférence qui peut prendre différentes formes en fonction du type d'implant. Pour les pacemakers et les défibrillateurs implantables, il peut y avoir par exemple l'inhibition de la stimulation ou encore une stimulation sur une perturbation électromagnétique. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, il faut voir que le pacemaker, par exemple, il va mesurer l'activité cardiaque et stimuler le cœur lorsqu'il y en a besoin. Et cette mesure et cette stimulation se fait à travers des électrodes, ce sont des sondes qui vont directement être implantées dans le cœur. Et ces sondes vont jouer un peu le rôle d'une antenne et vont capter le champ électromagnétique. Et ainsi, ces signaux induits vont être mesurés par le pacemaker et le pacemaker va prendre ces perturbations comme une activité cardiaque et ainsi ne pas délivrer la thérapie souhaitée. C'est comme ça qu'on peut avoir une inhibition, voire une stimulation non voulue. Pour les défibrillateurs implantables, il peut aussi y avoir un choc non voulu, ce qui peut être effectivement problématique pour le porteur. Ensuite, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le passage dans un mode asynchrone. Alors qu'est-ce qu'un mode asynchrone ? C'est tout simplement un mode où le pacemaker ne va plus être synchronisé sur le rythme cardiaque, mais va stimuler le cœur à une fréquence bien déterminée, préprogrammée dans le dispositif. Ça permet tout simplement de protéger le porteur lors d'une perturbation électromagnétique. Il faut savoir que ce type d'implant possède un certain nombre d'algorithmes qui va protéger la personne, c'est-à-dire qu'elle va détecter la présence d'une perturbation électromagnétique et dans ce cas-là, elle va rentrer dans ce mode asynchrone pour tout simplement maintenir une circulation sanguine. On rencontre aussi ce mode asynchrone lorsqu'on vient apposer un aimant sur le pacemaker ou le défibrillateur implantable. En effet, ce type de dispositif ont en leur sein un capteur de champ magnétique statique. Alors statique, c'est un champ magnétique 0 Hz. Et ça va capter finalement la présence d'un aimant. C'est un mode qui est utilisé par le cardiologue pour tester le fonctionnement de l'implant. Et quand il vient apposer un aimant sur le dispositif, eh bien, il va passer dans ce mode asynchrone. Ensuite, par exemple, pour les pompes à insuline, il peut y avoir, lors d'une perturbation électromagnétique, un traitement inadéquat. C'est-à-dire qu'il va sur- ou sous-doser l'insuline injectée. Alors, dans le cas, par exemple, d'un surdosage, les conséquences peuvent être graves, il peut y avoir des séquelles neurologiques, voire effectivement le décès du patient. Vient ensuite les implants cochléaires, et là, la personne avec un implant cochléaire peut entendre une distorsion sonore. Alors, on voit bien ici qu'il y a une notion de criticité du risque. Effectivement, c'est pas la même chose d'avoir un choc non voulu avec un défibrillateur implantable et d'une distorsion sonore sur un implant cochléaire. Alors maintenant, on a vu un petit peu les dispositifs médicaux implantables actifs et leur interaction avec le champ électromagnétique. Mais une première question, c'est qu'est-ce qu'un champ électromagnétique ? Alors, lors de ce webinaire, je ne pourrais pas entrer dans le détail de ce qu'est un champ électromagnétique, le détail de ce phénomène physique. Par contre, je vais vous donner quelques informations qui permettent de bien comprendre la suite de cette présentation. Tout d'abord, le champ magnétique, lui, il se mesure donc en Tesla ou en ampères par mètre. Et dans les applications professionnelles ou industrielles, on les retrouve généralement à proximité des équipements utilisant de forts courants électriques. Pour le champ électrique, il se mesure en volts par mètre et on le retrouve généralement à proximité des équipements ayant une forte tension ou une grande différence de potentiel. Ensuite, ce qu'on appelle un champ électromagnétique, c'est tout simplement la combinaison d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Et ici, je vous ai présenté donc le spectre électromagnétique, c'est-à-dire qu'on va trier finalement ces différents champs en fonction de leur fréquence. Et donc, pour les plus basses fréquences, on peut avoir les lignes de puissance à haute tension, le four à induction, par exemple, ou encore pour les plus hautes fréquences, les rayons X, etc. Donc nous, on s'intéresse uniquement à la partie bleue, c'est-à-dire vraiment les plus basses fréquences, bleu clair et bleu foncé, qui recoupent toutes les, applications industrielles des champs électromagnétiques. Donc voilà pour une courte introduction au champ électromagnétique. Et si vous voulez plus d'informations sur la question, il existe une fiche INRS informative sur la question, sur la généralité concernant les champs électromagnétiques, et c'est la numéro 4201. Ensuite, on va s'intéresser aux sources particulièrement émissives qu'on rencontre au poste de travail.
Pour cela, en 2009, l'INRS avait entrepris une étude pour identifier et quantifier ces sources de champs au poste de travail. Donc ici, on voit les différents équipements qui ont été relevés. Donc le soudage à l'arc, soudage par point, ce sont effectivement les équipements les plus présents. Ce qu'on peut observer, premièrement, c'est que ça concerne principalement des champs magnétiques. Et des champs magnétiques plutôt basse fréquence. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, dans nos études, on se focalise sur les champs magnétiques basse fréquence. Alors le plus connu, comme je le disais, c'est sûrement le soudage à l'arc, mais également le soudage par point. Alors le soudage par point, c'est utilisé dans l'industrie notamment automobile pour souder des tôles, et ça va générer de très forts champs magnétiques. On voit souvent sur ce type d'équipement ce genre de pictogramme qui est apposé, et qui en contre-indique l'utilisation au porteur d'implants actifs. Alors, je voulais aussi vous montrer une particularité intéressante du champ magnétique, c'est qu'il y a une très forte décroissance du champ avec l'éloignement. Donc ici, c'est une expérience que j'ai menée à l'INRS. On a ce type de pince à souder pour en étudier donc la distribution du champ aux alentours. Et j'ai placé devant un champ-mètre qui permet de mesurer le champ magnétique à différentes distances D de cette pince à souder. Et quand on fait différents points de mesure, on obtient ce type de courbe. C'est-à-dire qu'en ordonnée, on a le champ magnétique en millitesla, et puis ensuite, plus on s'éloigne de la pince, plus la distance augmente, et bien plus le champ va être faible. C'est-à-dire qu'à 5 cm à peu près, eh bien on est autour de 56 millitesla, et quand on est à une quarantaine de centimètres, on n'est plus qu'à quelques millitesla. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une décroissance drastique du champ magnétique avec la distance, et donc ça c'est un paramètre important puisque ça va nous permettre de protéger le salarié en l'éloignant. Et puis aussi, on peut tout simplement considérer que si vous avez une pince à souder au sein d'un atelier, eh bien la zone de danger, on va dire, pour le porteur d'implant va se situer qu'à proximité immédiate de la pince à souder et qu'il ne faut pas en contre-indiquer l'accès à tout l'atelier. Donc voilà, ça c'est un point important du champ magnétique, une caractéristique importante du champ magnétique. Ensuite, je voulais vous parler aussi, plus pour une sorte de point de vigilance, des sources de champs moins émissives, mais à proximité du DMIA. C'est-à-dire que là, par exemple, on a notre travailleur qui utilise un perforateur, et si on imagine que cette personne est porteuse, par exemple, d'un pacemaker, eh bien là, on voit bien que le pacemaker se retrouve à proximité du moteur électrique, donc du bobinage et des aimants de l'outil. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ce sont des équipements qui ne sont pas considérés comme étant des sources de champ relativement intensifs, mais par contre, qui, par leur utilisation, vont se retrouver à proximité du DMIA. Donc là, on retrouve effectivement tous les équipements électroportatifs, filaires ou non, que ce soit de la visseuse, perceuse, meuleuse, etc. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance pour ces équipements qui ne sont pas considérés comme particulièrement émissifs, mais qui, par leur utilisation, peuvent exposer la personne porteuse de DMIA. Ensuite, je voulais terminer par un point d'accidentologie. Donc heureusement, il existe une faible accidentologie qui est relevée au poste de travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accident grave qui est recensé dans la base de données Epicea. Alors Epicea, c'est une base de données qui est gérée par l'INRS et qui recense tous les accidents graves relevés au poste de travail. Alors, cela peut s'expliquer parce que déjà, un dysfonctionnement n'entraîne pas nécessairement un risque sévère. Effectivement, une personne, par exemple, porteuse d'un pacemaker qui n'aura pas la bonne thérapie, eh bien, pourra ressentir un certain malaise, mais ça ne va pas forcément mettre en danger la vie de la personne. Comme on l'a vu, certains DMIA possèdent également des stratégies pour détecter et pallier les perturbations électromagnétiques. Et puis, lors d'un malaise, le lien entre l'environnement électromagnétique et le malaise n'est pas nécessairement fait. Et on peut également imaginer que les cas les plus à risque sont correctement identifiés et les salariés concernés protégés. Cependant, des situations à risque restent possibles et même temporaires, elles sont à éviter. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même évaluer le risque pour maintenir cette faible accidentologie. Donc on en a fini pour la partie contexte et maintenant on va faire un point sur la réglementation. Il est important de bien comprendre un certain nombre de points de réglementation pour évaluer les risques liés au champ électromagnétique pour les personnes implantées. Alors, tout d'abord, on va parler de la réglementation du public, puisqu'il faut savoir qu'en Europe, il existe une recommandation, celle de 1999, qui préconise des niveaux à ne pas dépasser pour l'exposition du public. Donc, c'est des niveaux de champ à ne pas dépasser. Et c'est une recommandation, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, elle ne revêt pas d'un caractère obligatoire. Par contre, elle a tout de même été transposée en droit français à travers différents arrêtés et décrets
Alors par exemple le décret de 2002 qui concerne les réseaux de télécommunications et les installations radioélectriques, c'est-à-dire que les opérateurs et les entreprises utilisant ces réseaux eh bien, ne peuvent pas exposer le public à des champs au-delà des valeurs données par la recommandation européenne. Il existe également un arrêté, celui du 17 mai 2001, qui concerne cette fois les réseaux de distribution d'énergie électrique, et notamment donc RTE, qui doit donc garantir le respect des limites du public. C'est-à-dire que lorsque vous vous promenez sous des lignes de haute tension, par exemple, eh bien, vous ne pourrez pas être exposé au-delà des limites du public. Et puis il existe aussi, sûrement peut-être le plus connu, l'arrêté de 2019 concernant le DAS, c'est-à-dire le débit d'absorption spécifique en watts par kilo des téléphones portables. On retrouve ça sur les publicités des téléphones portables, également dans le manuel de ce dispositif. Et puis il y a une réglementation, voilà, à ne pas dépasser un certain niveau de DAS pour les téléphones portables vendus en Europe. Alors ce débit d'absorption spécifique est donné en watts par kilogramme et on va dire que ça représente l'énergie émise par l'antenne du téléphone. Donc voilà pour la réglementation du public et il faut savoir que la réglementation du public, enfin que ces limites du public, eh bien elles sont bien inférieures aux limites professionnelles. Et donc, ce qui va permettre d'introduire maintenant donc les limites professionnelles. Alors, la réglementation en milieu professionnel, elle dérive de la directive européenne qui date de 2013 et qui a été transposée en droit français à travers un décret et qui a été repris tout simplement dans le Code du travail et qui est applicable depuis le 1er janvier 2017. Alors, il faut savoir que cette directive préconise et donne des niveaux seuils, VA et VLE, à ne pas dépasser. Alors, les VLE, ce sont des valeurs limites d'exposition internes au corps humain, comme le schéma tente de le représenter. Donc, ce sont des valeurs à ne pas dépasser à l'intérieur du travailleur. Cependant, c'est relativement difficile d'accéder aux valeurs internes, et c'est pour ça qu'il a été défini des valeurs d'action, qui sont des valeurs de champs environnementaux et qui sont beaucoup plus facilement mesurables au poste de travail. Alors, la logique qu'il y a derrière, c'est que lorsque vous respectez les VA, eh bien, vous respectez automatiquement les VLE. Alors, ces valeurs-là, ces limites données, permettent de protéger les travailleurs d'un certain nombre d'effets. Donc, les effets non thermiques et les effets thermiques. Donc là, ici, on retrouve un peu le spectre électromagnétique, c'est-à-dire les différents effets triés en fonction de la fréquence du champ. À plus basse fréquence, on a donc ces effets non thermiques qui sont principalement la stimulation nerveuse, sensorielle et musculaire. Et puis à plus haute fréquence, à partir de 100 kHz, eh bien on va avoir apparaître des effets thermiques qui sont tout simplement, comme leur nom l'indique, l'échauffement des tissus. Alors, si on respecte ces valeurs-là, eh bien les travailleurs sont protégés donc de ces deux types d'effets. Il faut savoir également que ce sont des effets qui sont transitoires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'exposition, ces effets-là s'estompent. Donc ici, on voit que la réglementation en milieu professionnel donne effectivement des niveaux seuils pour protéger les travailleurs, mais il ne donne pas forcément des niveaux seuils pour protéger les travailleurs munis de dispositifs médicaux implantables actifs. À part pour les champs statiques. Pour le champ magnétique statique, il y a une limite réglementaire qui est donnée, qui est de 0,5 millitesla. Alors d'où est-ce qu'elle provient? Comme on l'avait vu tout à l'heure dans le contexte, eh bien, lorsqu'on va mettre un aimant sur l'implant, donc un champ statique, eh bien, il va passer dans un mode asynchrone, notamment pour les implants cardiaques. Et pour éviter ce genre de phénomène, eh bien, on en interdit l'exposition au-delà de 0,5 millitesla. Donc maintenant, on peut s'interroger sur quelles limites alors appliquer pour les travailleurs munis d'EMIA. Pour ça, oui, d'abord, effectivement, je voulais vous faire un petit point sur l'information qu'on diffuse sur le site INRS, un certain nombre de fiches, donc la fiche ED 4204 sur la réglementation professionnelle et la fiche ED 4350 sur les effets sur le corps humain des champs électromagnétiques. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est quelles sont les limites à appliquer pour les travailleurs munis de DMIA. On peut regarder du côté de la responsabilité du fabricant d'implants. Effectivement, il faut savoir que les fabricants d'implants doivent se conformer au règlement européen, donc le 2017-745, relatif à la commercialisation des dispositifs médicaux.
Et il est stipulé dans ce règlement que ces DMIA doivent pouvoir fonctionner correctement dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles concernant les champs électromagnétiques. Et donc effectivement, cette notion d'environnement raisonnablement prévisible, elle est laissée à l'interprétation du fabricant. C'est relativement flou et on ne donne pas finalement de valeur seuil à ne pas dépasser. Alors, pour répondre à cette exigence, les fabricants ont développé des normes d'essai spécifiques pour les DMIA. Donc c'est la famille de normes 45502. Il y a une norme cadre, on va dire, qui va interpréter cet environnement raisonnablement prévisible comme étant jusqu'aux limites du public. Donc là, effectivement, on voit qu'on a des limites d'exposition pour les personnes munies de DMIA. Et ensuite, cette norme s'articule en différentes sous-normes qui va donner des essais de compatibilité électromagnétique spécifiques à un certain nombre d'implants tels que les pacemakers, défibrillateurs implantables et implants cochléaires. Donc la philosophie derrière, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour des niveaux de champ jusqu'aux limites du public. En termes toujours de la responsabilité des fabricants d'implants, il y a le cas particulier des pompes à insuline, qui ne sont pas à proprement parler des DMIA, et qui sont par conséquent pas concernés par la série de normes 45502. En effet, c'est d'autres normes qui s'appliquent, donc des normes génériques sur les appareils électromédicaux, et qui vont préciser des exigences en termes de fonctionnement de l'implant soumis à un champ. Et les seuils préconisés sont bien inférieurs aux limites d'exposition du public. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine vigilance vis-à-vis de ces pompes à insuline externes, puisque le respect des limites du public ne protège pas nécessairement ces porteurs. Ensuite, on va voir la responsabilité de l'employeur. Il faut savoir que le Code du travail exige que dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur doit prendre en compte l'exposition au champ électromagnétique pour les travailleurs à risque dit particulier, que sont les travailleurs enceintes, les travailleurs équipés de dispositifs médicaux, implantés ou non, passifs ou actifs. Donc voilà, l'employeur doit également évaluer le risque spécifique pour cette catégorie de travailleurs. Et pour cela, des normes également ont vu le jour et qui proposent une démarche à suivre pour l'évaluation du risque conformément au Code du travail. Donc c'est la famille de normes 50527 qui est également déclinée en différentes normes spécifiques pour les pacemakers, défibrillateurs implantables et neurostimulateurs. La philosophie qu'il y a derrière, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour des niveaux de champ inférieurs aux limites du public, puisque ces implants respectent la famille de normes 45502. Alors, la méthode qui est proposée ici, c'est tout simplement d'évaluer, d'identifier les sources présentes dans l'entreprise et de regarder effectivement si elles sont présentes ou non dans un tableau donné par la norme. Et le tableau recense finalement tous les équipements qui ne posent pas de problème vis-à-vis d'une exposition au champ électromagnétique, enfin vis-à-vis d'un salarié porteur de DMIA. Donc c'est-à-dire que si l'ensemble de vos équipements se retrouvent dans ces tableaux, et qu'il n'y a pas de contre-indication de la médecine du travail, eh bien la personne n'est pas exposée à un risque électromagnétique. Donc on arrive maintenant à la partie plus pratique sur l'évaluation du risque. Et pour cela, je vous propose une évaluation en 4 étapes. D'abord, une étape d'identification des sources, puis ensuite de la caractérisation de ces sources identifiées, et puis l'évaluation du risque, pour finir par les différentes mesures de prévention à appliquer. Alors, pour identifier les sources, il y a plusieurs méthodes. Celle que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser l'outil qu'on a développé à l'INRES, l'outil OSRE, qui est disponible en ligne, donc qui permet de sélectionner les différents équipements présents dans l'entreprise. Donc ça peut être, on peut les ajouter soit par une recherche par mots-clés, soit en les sélectionnant dans des listes déroulantes. Alors ici, je vous ai mis un exemple avec 2 sources. Ici, j'ai donc sélectionné ordinateur et matériel informatique, et puis le soudage par résistance, c'est-à-dire les pinces à souder que je vous présentais dans la partie contexte. Alors, on peut sélectionner ces différentes sources et ensuite analyser la situation de travail. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une colonne relative aux porteurs de DMIA. Et donc là, ça va directement nous indiquer que, par exemple, pour les ordinateurs et matériel informatique, il n'y a pas de risque associé, et donc il n'y a pas d'évaluation de risque supplémentaire à apporter. Par contre, comme on pouvait s'y attendre, pour le soudage par résistance, eh bien là, il faut faire une évaluation du risque approfondie pour les porteurs de DMIA.
Donc ça, c'est une méthode pour identifier les sources. On peut également utiliser, comme présenté dans la partie réglementation, utiliser la famille de normes 50527. Une fois qu'on a identifié les sources particulièrement émissives, eh bien, il est important de caractériser l'exposition au poste de travail. Pour cela, en fait, il faut soit directement déterminer l'indice d'exposition, c'est-à-dire l'indice d'exposition vis-à-vis des limites du public, parce que c'est celle-ci qu'on considère pour les porteurs d'implants. Alors l'indice d'exposition, il est exprimé généralement en pourcentage. Si on dépasse 100%, ça veut dire qu'on dépasse l'exposition par les limites du public, et si on est en dessous de 100%, eh bien, ça veut dire qu'on respecte les limites du public. Ou directement en relevant l'amplitude du champ au poste de travail, ainsi que sa ou ses fréquences, puisqu'effectivement, les sources de champ peuvent être multifréquentielles. Donc, pour relever cette exposition au poste de travail, on peut utiliser soit une étude documentaire, c'est-à-dire à l'aide de manuels fournis par le fabricant, par exemple de l'équipement industriel, des publications associées, ou également les fiches informatives INRS. Et si nécessaire, on peut faire de la mesure, donc soit en interne, soit avec l'aide des CARSAT ou d'un organisme privé. Alors, les CARSAT, il faut savoir qu'ils possèdent à travers la France un certain nombre de centres de mesure physique qui sont à même de réaliser cette exposition, enfin cette caractérisation de l'exposition au poste de travail. Il existe également des organismes privés qui proposent ce type de prestations. Alors, je voulais faire un petit point de vigilance également sur la mesure en interne. Effectivement, pour faire une mesure correcte de l'exposition au poste de travail à l'aide d'un champ-mètre, il faut avoir de certaines compétences, on va dire en métrologie. On a vite fait de se tromper, donc voilà, je voulais dire que il ne faut pas imaginer qu'en achetant une sonde, on pourrait facilement caractériser l'exposition au poste de travail et qu'il faut avoir une certaine maîtrise du sujet. Ensuite, grâce à cette caractérisation des sources, ça permet tout simplement de comparer toujours aux limites du public, puisque c'est les limites-là qu'on va considérer pour les porteurs d'implants. Ensuite, on va directement évaluer le risque, directement au poste de travail, donc ce qu'on va dire une évaluation générale, c'est-à-dire que, comme on vient de le dire, normalement, les travailleurs porteurs de DMIA sont correctement protégés par une exposition en deçà des limites du public, donc on peut identifier les postes de travail qui sont problématiques pour les porteurs d'implants. Et puis, on peut également évaluer, faire une évaluation spécifique, c'est-à-dire de l'aptitude d'un salarié spécifique porteur d'un DMIA. Comme les salariés ne sont pas tenus de déclarer leurs implants, eh bien, c'est généralement la médecine du travail qui réalise cette évaluation spécifique. Alors pour cela, le médecin du travail peut s'appuyer sur différentes recommandations données par les fabricants d'implants. Il faut savoir que les fabricants donnent des recommandations, notamment pour l'utilisation par exemple, du téléphone portable, des plaques à induction ou même du soudage à l'arc, en limitant par exemple l'ampérage du poste à souder ou encore la distance à laquelle il faut se tenir pour utiliser ce type de poste à souder. Alors, donc là, il y a beaucoup d'équipements de la vie courante, mais pas forcément des équipements industriels. C'est pour ça que lors d'un doute ou d'un dépassement des limites publiques, il est toujours possible d'interroger le fabricant. Effectivement, le fabricant va ainsi se prononcer sur la compatibilité électromagnétique de son implant vis-à-vis d'un poste de travail. Et pour ça, il faut bien lui préciser les niveaux d'exposition relevés au point 2, c'est-à-dire sur la caractérisation des sources. Un petit point également de vigilance, au risque de me répéter, pour certains implants, tels que les pompes à insuline, les valeurs d'immunité fournies par les fabricants peuvent être inférieures aux limites du public et donc il faut bien s'interroger, notamment pour les pompes à insuline externes. Ensuite, une fois qu'on a évalué le risque, eh bien, on peut mettre en place un certain nombre de moyens de prévention, avec notamment la diminution du rayonnement à la source, c'est-à-dire qu'on peut modifier le processus industriel ou en modifier les réglages pour limiter la puissance des équipements. On peut également, comme on l'a vu, éloigner le salarié porteur de DMIA pour le protéger, puisqu'on a une décroissance très forte du champ magnétique avec la distance à la source. Cet éloignement peut être aussi délimité par des zones à risque pour les porteurs de DMIA autour de l'équipement. On peut mettre en place des pictogrammes qui va sensibiliser l'utilisateur, sensibiliser aussi le personnel avec l'information sur les risques encourus.
Et puis, à partir du moment où on a évalué le risque, eh bien, on doit mettre à jour le document unique et puis également actualiser le plan de prévention pour d'éventuels visiteurs porteurs de ce type d'implant. Donc, et un dernier point, effectivement, il n'existe pas de pays efficace pour les champs électromagnétiques. J'ai eu beaucoup de questions à ce propos. Donc voilà, il n'y a pas de pays à préconiser pour protéger les salariés porteurs d'implants. Alors je voulais vous montrer un exemple de délimitation des zones à risque. Donc là, si on reprend notre pince à souder avec cette décroissance rapide du champ magnétique avec l'éloignement, eh bien on peut tout simplement déterminer la distance à partir de laquelle, au-delà de laquelle, eh bien on va respecter les limites du public. Donc ici, on voit par exemple notre pince à souder vue du dessus, et on a une zone, on va dire une zone à risque à ne pas dépasser pour les personnes porteuses d'implants, et on peut faire notamment un marquage au sol pour en indiquer voilà, le franchissement des limites du public. Donc voilà pour la partie, on va dire, sur l'évaluation du risque. Et maintenant, comme évoqué en première partie, je vais répondre aux questions les plus récurrentes posées lors de l'inscription au webinaire. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur le cadre de l'IRM. Alors l'IRM est particulièrement intéressant parce qu'il combine 3 types de champs magnétiques. Tout d'abord le champ statique, généralement 1,5 Tesla ou 3 Tesla. Des gradients de champ qui vont permettre de sélectionner la coupe à imager de quelques kHz. Et puis le champ radiofréquence qui est généralement de 64 MHz ou 128 MHz. Alors il est directement proportionnel au champ magnétique statique, donc c'est-à-dire que vous aurez un champ radiofréquence de 64 MHz pour 1,5 Tesla et 128 MHz pour 3 Tesla. Alors ici on va s'intéresser au manipulateur radio qui va installer par exemple le patient sur le lit, et en pratique ce manipulateur va être exposé uniquement au champ statique. En effet, il faut savoir que l'IRM, c'est une énorme bobine supraconductrice et le champ statique est toujours présent. Il n'est jamais coupé, et donc la personne qui va, le manipulateur radio qui va installer le patient sur le lit de l'IRM et brancher les antennes, eh bien, va être forcément exposé à ce champ magnétique statique. Cependant, lorsqu'il va y avoir l'examen, ce manipulateur radio se trouvera en dehors de la pièce et ne sera donc pas exposé ni au gradient de champ, ni au champ radiofréquence. Alors ça, c'est dans le cas classique, mais il faut savoir que dans certains cas particuliers, par exemple en IRM interventionnel ou pour une IRM pédiatrique, l'opérateur, enfin le manipulateur radio, pourra être exposé au champ puisque, notamment pour rassurer un enfant lors d'un examen, le manipulateur pourra se retrouver à proximité de la machine, de l'IRM, puisque c'est un examen qui est relativement impressionnant, ça fait beaucoup de bruit, et donc on a besoin des fois de rassurer les enfants et d'être à proximité du tube, et donc d'être exposé au gradient de champ et au champ radiofréquence. Cependant, dans la majorité des cas, on est exposé, enfin le manipulateur radio n'est exposé qu'au champ statique. Et donc pour le champ statique, comme on l'a vu, eh bien c'est la limite réglementaire des 0,5 millitesla ou 5 Gauss qui s'applique. Alors les Gauss, c'est une autre unité utilisée pour mesurer le champ magnétique. Alors pour respecter cette valeur de champ, la limite elle est donnée, donc la limite des 0,5 millitesla, elle est donnée par le fabricant de l'IRM. Donc là on voit un schéma avec l'IRM vu du dessus, avec les différentes isolines de champ. Et donc on voit à partir de quelle distance à l'IRM, eh bien on ne respecte plus les limites des 0,5 millitesla. Donc on voit bien que lorsque le manipulateur radio doit venir installer le patient, il est obligé de franchir cette ligne. Voilà, donc effectivement, il va dépasser ses limites réglementaires. Alors, il faut savoir également qu'un DMIA dit compatible IRM ne l'est pas nécessairement pour une exposition professionnelle. En effet, aujourd'hui, la plupart des pacemakers sont compatibles IRM, c'est-à-dire que lors d'un examen, le cardiologue va programmer le pacemaker du patient dans un mode de compatibilité IRM bien particulier. Mais ce n'est pas forcément le cas de la personne qui vient travailler en tant que manipulateur radio. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une équivalence directe entre DMIA compatible IRM et une compatibilité pour l'exposition professionnelle. Voilà, on a également une fiche spécifique sur l'IRM disponible sur le site de l'INRS. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions sur le cas des antennes relais et de la téléphonie mobile.
Alors, comme vu tout à l'heure dans la partie réglementaire, eh bien, il existe un décret français, le 2002-775, qui concerne l'exposition du public au réseau de télécommunications. Et pour cela, eh bien, l'opérateur est tenu de délimiter un périmètre de sécurité autour des antennes, garantissant le respect de ces limites publiques. Alors, c'est-à-dire que si vous allez, par exemple, sur le toit d'un immeuble où est implantée une antenne, eh bien, vous ne pourrez pas, si vous ne franchissez pas ces périmètres de sécurité, être exposé au-delà des limites du public, limites considérées pour les porteurs d'implants. Ensuite, on est effectivement tous exposés à ces antennes relais, mais lorsqu'on utilise notre portable, on est également exposé à l'antenne du téléphone portable. Et pour ça, en fait, l'utilisation d'un téléphone portable, les fabricants d'implants, ils vont préconiser une distance à respecter entre l'implant et le téléphone, une distance minimale qui est typiquement de 15-20 cm. Et ce type de recommandation est donné par le cardiologue lors de l'implantation. Il existe également une fiche informative INRS sur la question, sur la téléphonie mobile. Et ensuite, je voulais terminer, alors c'est pas parce que j'ai eu des questions sur le sujet, mais parce qu'il me tenait à cœur de vous présenter un petit peu la recherche qu'on réalise ici à l'INRS sur la compatibilité électromagnétique des DMIA. Et ici, donc, je vous présente un petit peu le type d'essai qu'on peut réaliser. Donc, on a développé des bancs d'essai. Donc, c'est constitué un certain nombre de bobines, d'amplificateurs de puissance qui vont permettre de générer en laboratoire des champs électromagnétiques relativement intenses qu'on retrouve dans l'industrie. On peut ainsi reproduire en laboratoire les mêmes champs électromagnétiques générés par une pince à souder et en faire varier la fréquence, l'intensité, l'orientation, etc. Et ça nous permet tout simplement, une fois qu'on arrive à reproduire ces types de champs, eh bien de tester le fonctionnement d'un certain nombre de DMIA. Donc ici, par exemple, on a testé ce pacemaker, comme vous pouvez le voir. Donc on a le pacemaker et ses sondes qu'on a plongées dans un liquide qui va simuler finalement la présence du corps humain, puisqu'il a les mêmes particularités, propriétés électromagnétiques que le corps humain. Et ensuite, on va mettre ce dispositif au milieu de nos bobines et l'exposer à un certain nombre de champs électromagnétiques. Et on va monitorer le fonctionnement de l'implant face à ces champs et regarder comment il se comporte. Et ça permet tout simplement de mieux comprendre les mécanismes d'interaction entre les DMIA et le champ magnétique, et ainsi de proposer des méthodes d'évaluation des risques pour les travailleurs porteurs d'implants. Pour aller plus loin, sur le site de l'INRS, il y a un certain nombre de ressources documentaires que vous pouvez y trouver, notamment avec un dossier web sur le champ électromagnétique, des brochures informatives, comme j'ai pu en présenter certaines lors de cette présentation, l'outil Osray que je vous ai également présenté, et puis également un lien vers le guide européen pour la mise en œuvre de la directive. Alors c'est un guide très complet qui a été mis à disposition par l'Europe au moment de la directive. Il fait plusieurs centaines de pages. Alors il ne traite pas que des DMIA, mais c'est effectivement pour aller plus loin, je trouve qu'il est assez pertinent. Ensuite, à l'INRS, on vous propose aussi un certain nombre de formations sur les champs électromagnétiques. On en fait plusieurs par an, donc soit à destination des préventeurs en entreprise, soit à destination des médecins du travail. Cependant, si des questions subsistent, vous pouvez découvrir l'ensemble de nos supports sur le site de l'INRS et vous pouvez aussi adresser toutes les questions via la rubrique assistance disponible également à travers le site de l'INRS. Merci beaucoup pour votre attention et je vous indique que le replay de ce webinaire sera bientôt disponible en ligne.